Bonjour vous, comment allez-vous? Nous sommes le lundi 23 septembre, c'est l'automne. Et enfin, vous avez votre gouvernement en France. Ah, alors, content? Enfin, il y en a, non, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce que même moi, j'aurais été président de la République dans la situation de Macron, j'aurais quand même fait un gouvernement beaucoup plus d'ouverture. C'est-à-dire de faire participer des gens au moins issus du Parti Socialiste, même si dans ce gouvernement, il y a deux gens de gauche, mais apparemment de gens dissidents ou de la gauche, de En Marche, ou enfin ex-gauche, enfin macroniste, enfin, etc. Enfin bref, très clairement, Macron a décidé de valider un gouvernement qui n'est pas du tout, au moins dans le respect de ce que les législatives ont pu donner en résultat. Et comme je l'ai dit, de toute façon, il en a parfaitement le droit, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue. Alors par contre, oui, c'est quand même des candidats que... Alors clairement, la NFP va faire une motion de censure, mais alors concernant le Rassemblement national, est-ce que le Rassemblement national va suivre le NFP en sanctionnant ce gouvernement? Et finalement le jeter à la poubelle? Au moment où je vous parle, j'en sais rien. Mais ça se pourrait. Ça se pourrait parce que finalement, ça fait depuis 3 mois que ça s'écharpille pour des questions de pouvoir, pour des questions d'élection. Je rappelle, de toute façon, en matière d'électorat, en matière de vote, que ce soit les européennes ou les législatives, c'est le Rassemblement national qui arrive en tête. Je parle en matière de vote, en nombre de votes. D'accord? Donc à partir de là, si vous voulez... Alors après, évidemment, NFP, oui, mais nous avons le plus de sièges à l'Assemblée nationale. Mais oui, mais encore une fois, 1, vous avez plus de sièges parce que vous êtes en alliance de 4 partis. 2, vous avez ces sièges-là parce que vous avez bénéficié d'un vote qui n'est pas un vote NFP, mais un vote barrage au Rassemblement national. Mais bon, ceci dit, quand on entend les discours, là, même du gamin de 17 ans, etc., on a l'impression qu'il parle au nom de tous les Français, là, au nom de toute la jeunesse. Non, vous n'avez pas cette légitimité. Vous avez une légitimité très relative. Et d'ailleurs, preuve en est, les fameuses manifestations qui ont lieu ce week-end, je crois samedi, c'est marrant, d'habitude, ils aiment bien afficher, oui, centaines de milliers de personnes, 300 000, 500 000 en France, etc. Là, bah oui, parce qu'apparemment, il n'y a eu que quelques milliers de personnes. Et puis bon, quelques milliers de personnes, encore une fois, hein, quand vous regardez les images, on a l'impression que c'est plus une biennale artistique d'art contemporain que une manifestation populaire. Hein. Quand je dis ça ressemble plus à une manifestation artistique d'art contemporain, c'est parce que vous retrouvez exactement les mêmes. Hein. C'est-à-dire que des gens hypercentres, bourgeois, bobos, gauchos, toujours prompts à te donner des leçons, pro-migrants, pro-LGBT, etc., c'est les mêmes. Hein. Donc d'ailleurs, oui, alors là, les LGBTQ+, alors là, les mouvements, ça y est, là ils sont en train de se faire victimiser parce qu'ils ont peur. Parce que dans le gouvernement, il y a des gens qui ont été contre le mariage homosexuel. Parce qu'il y a des gens qui sont contre les PMA, contre la GPA, contre l'avortement. C'est des rétrogrades, c'est des homophobes, c'est des transphobes. Ah là, ça y va. Hein. Ah alors là, putain, là, ils s'éclatent les mecs. Hein. Ah, tu les écoutes, on est limite de se voir la France basculer à la version Handmaid's Tale, pour ceux qui connaissent la référence. Hein, dont j'ai souvent fait la référence d'ailleurs, cette fameuse série qui est adaptée du fameux roman
de Natasha Hartwood, je crois. Le prénom m'échappe, Hartwood, le nom, enfin bref. Non, mais il y a un moment donné, il faut se calmer. Alors oui, le nouveau ministre de l'Intérieur, là, son discours, c'est... alors attention, son discours est prompt à renforcer l'ordre, rétablir l'ordre. Après, vous savez, ça fait toujours les mêmes choses qu'on entend et au final, dans l'action, on est un petit peu déçu quand même. Hein, parce que tout d'un coup, ça coince, évidemment. Ça coince parce que dans l'action, il faut faire des réformes, il faut voter des lois. Or, ça passe au Parlement. Donc, si au Parlement, ça coince, parce que justement, vous n'avez pas de majorité absolue. Alors oui, le truc, c'est que si jamais vous faites passer des lois qui durcissent un petit peu la réglementation, qui durcissent un peu les punitions, etc., surtout à l'encontre de la racaille, des délinquants, des dealers de drogue, des gangs, liés à l'immigration. Non mais attention, français, mais liés à l'immigration quand même. Oui, ça fait des années qu'on met des œillères. Là, peut-être que là, maintenant que les Français commencent à se réveiller, bon, ceci dit, il y a une loi qui va interdire d'avoir un Opinel maintenant dans ta poche. Mais franchement, interdire les couteaux, vous savez, c'est un peu comme ceux qui veulent interdire les armes aux États-Unis. C'est exactement pareil. Vous allez interdire de porter. Mais est-ce que ça va résoudre le problème? Non. Vous savez, aux États-Unis, le port d'armes, c'est pas une gabegie, c'est pas un truc. Non. C'est que c'est aussi un impact psychologique. C'est-à-dire que les délinquants, ceux qui veulent attaquer des gens avec des armes, ceux qui veulent faire des braquages, il y en a certains, ils savent qu'ils risquent de tomber sur quelqu'un qui va être en situation de légitime défense, qui va sortir son arme et qui va te tirer dessus. Il est là aussi l'impact psychologique du fait des armes aux États-Unis. Et puis, attention, revenons aussi à la proportionnalité. Alors, attention, je ne minimise rien sur les mass shootings, etc. Il y en a encore eu un de ce week-end. Mais proportionnellement à la population américaine, vous allez vous rendre compte que si vous faites un outil de comparaison avec une proportion identique en France, il y a peut-être des chances qu'on se dise « Oh là, oh là !» Et donc, le fait d'interdire, mais le problème, est-ce que ça va empêcher des jeunes ou des gens d'avoir des couteaux sur eux et puis s'en servir? Non. En fait, encore une fois, on contourne le problème. On dit oui, mais on va interdire. Puis ceux qui portent, c'est 500 € d'amende. 500 € d'amende. Qu'est-ce que tu vas aller choper un gamin avec un couteau sur lui et lui filer 500 € d'amende alors qu'il n'est déjà pas solvable? Donc en fait, on marche sur la tête, encore une fois. Et c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui comprennent que ce gouvernement, quoi que vous mettiez, ça va tourner en rond. Ça va tourner en rond, pourquoi? Parce que déjà, il y a une situation économique et financière de la France qui est, on va dire, quand même extrêmement délicate, qu'on est à la limite de l'effet grec, c'est-à-dire de subir une troïka sur le coin de la tronche. Donc, il y a un moment donné, vous savez, il faut se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est se dire, est-ce que ces gens, avec leurs beaux discours, en réalité, ne vont pas faire grand-chose et ne vont pas résoudre véritablement les problèmes? D'autant plus que, vu la fragilité politique aujourd'hui que vous avez en France, du fait de cette situation complètement ubuesque d'un Parlement qui n'a dégagé aucune majorité absolue et que du coup, ça donne quand même une situation de pays difficilement gérable, puisqu'à partir du moment où vous n'avez pas de majorité absolue, toutes les lois que vous allez proposer, il va falloir les faire passer au forceps.
Pourquoi pas, ça se trouve, peut-être qu'on va utiliser le 49.3, encore une fois. Je dis à Manuel Borne, elle s'en est pas privée. Mais bon, en fait, on est dans une impasse. Enfin, vous êtes dans une impasse en France. Vous avez un Parlement qui est ultra divisé, sans majorité absolue. Vous avez un conflit social, économique, culturel, que certains veulent encore essayer de planquer sous le tapis. Parce que le conflit culturel, il est aussi avec des gens qui font partie de leur électorat. Caressé dans le sens du poil. Le fameux électorat musulman. Sauf que le problème, c'est qu'un électorat musulman, il faut savoir ce que ça veut dire. Il faut savoir ce que c'est que la communauté musulmane. On en a déjà parlé. Je vous l'ai dit. En grande majorité, beaucoup de musulmans ne sont pas des radicaux. Justement, hier, j'ai vu un reportage, un documentaire justement sur les musulmans français. Enfin, les musulmans en France. Et c'était très intéressant parce que ça rejoignait exactement ce que je dis depuis très longtemps. C'est que malheureusement, c'est une minorité d'individus, souvent montés le bourrichon par des intérêts étrangers. C'est-à-dire qu'une des conneries qu'a fait l'État, c'est de confier, par exemple, un certain nombre de mosquées à des gens qui ne sont pas adoubés par les organismes musulmans français, mais par des organismes qui ont une certaine influence, dont les frères musulmans, dont l'Arabie Saoudite. Et donc du coup, c'est forcément un islam salafiste qui se propage en France, sans que les musulmans modérés, les musulmans, on peut dire athées si vous voulez, sont un petit peu le cul assis entre deux chaises, parce que d'un côté, ils se rendent compte que par intérêt clientéliste, les pouvoirs publics, les autorités, certains politiciens ne font rien, ne veulent pas avoir une prise de conscience par rapport à ça. Donc on essaie de cacher ça un petit peu sous le tapis en créant un islam de France. Mais non, un islam de France, il n'y a pas d'islam de France. Il y a un islam et c'est tout. Après, c'est à chacun des musulmans de pratiquer, de ne pas pratiquer, de se déclarer athée, etc. C'est une liberté qu'ils ont en France. Sauf qu'on a laissé croître dans certains endroits un communautarisme exacerbé dans l'obscurantisme et le radicalisme religieux, qui fait que très souvent vous avez affaire à des gamins ou des adultes qui sont complètement lavés du cerveau, mais qui en réalité n'y comprennent rien à l'essence même de la religion, à l'essence même du Coran ou trucs comme ça. Donc, et c'est ça qui porte préjudice finalement à l'image des musulmans. Et c'est pour ça que dans ce documentaire, justement, il y avait des musulmans, ils le disaient, le problème, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a des pouvoirs publics qui sont émasculés par leur clientélisme et leur intérêt politique vis-à-vis d'une communauté qui représente, alors officiellement 8 millions de Français musulmans. Ouais, mais il y a un moment donné où même eux, ces musulmans français, vous les laissez tomber plus ou moins. Vous les laissez tomber entre les mains de ces radicalismes. On le voit de toute façon, c'est comme le voile, le burkini, etc. Il ne faut pas se leurrer, c'est des outils de provocation. Qu'il y ait des femmes qui veuillent porter le voile, mais qui vivent dans la société tout en ayant tout le respect qu'elles se doivent, etc. Mais il y avait un des participants, il disait justement, et c'était là l'ambiguïté, c'est que toutes ces femmes qui veulent aller dans les piscines avec un burkini à la plage, avec un burkini, etc., et qui portent le voile, si elles portent le voile, c'est-à-dire qu'elles sont dans la religion. Or, la religion, elle interdit logiquement de côtoyer la nudité. Donc ces gens qui veulent t'imposer ou s'imposer dans des lieux où logiquement le Coran leur dit que non, ils n'ont pas le droit normalement d'aller dans ces endroits-là ou de côtoyer ces gens-là, donc c'est bien de la provocation, c'est bien de l'instrumentalisation, c'est bien de la manipulation. Et cette manipulation, malheureusement, les pouvoirs publics, comme je vous dis, parce qu'il y a des conflits d'intérêts
au sein du paysage politique français, et plus particulièrement de la gauche, et encore plus particulièrement LFI, qui fait que, en fait, on n'apporte pas de solution. Et comme on n'apporte pas de solution, et derrière, ceux qui sont là pour pousser le bouchon, pour continuer à pousser le bouchon toujours plus loin, puisqu'on est complètement émasculé par rapport à ça. Donc ce nouveau gouvernement, même s'il a l'allure, on avait entendu qu'il y aurait un ministère de l'immigration et de la laïcité. Alors, apparemment, il n'y a pas ce ministère, n'a pas été créé finalement, mais voilà, il y a quand même une responsabilité tierce qui va forcément s'y atteler, s'y attacher. Alors tout de suite, évidemment, il y en a, oui, regardez, c'est le ministère de l'islamophobie, du racisme, etc. Ouais. On est toujours dans la simplicité, on est toujours dans le cliché, dans la caricature. Parce que c'est ce qui fonctionne. C'est ce qui fonctionne auprès d'un électorat français un peu abruti, un peu idiot, qui ne réfléchit pas. Qui est dans l'hypersensibilité, qui est dans l'humanisme, le droit de l'homisme, l'antiracisme, etc. Sauf que là, ils sont quand même dans une situation un petit peu merdique, parce que avec le conflit israélo-palestinien, je sais pas, vous vous souvenez de ma vidéo que je vous avais fait après les attaques du 7 octobre, je vous avais dit, attention, là, vous êtes dans une situation où il n'y a plus de juste milieu. Vous choisissez, c'est blanc ou c'est noir, c'est pour ou contre, c'est pour l'un ou pour l'autre, mais pas les deux, ou pas l'entre-deux. Et là, vous y êtes, vous êtes en plein dedans. Là, vous êtes dans des discours idéologiques et politiques où on vous oblige à choisir. On vous oblige à dire vous êtes soit pour Israël, soit pour les Palestiniens. Sauf que le sujet n'est pas aussi simple. Le sujet, il est complexe. C'est comme ceux que je vous avais expliqué qui demandent, qui réclament, qui exigent la reconnaissance de l'État palestinien. Je leur pose la question à chaque fois, mais ils répondent jamais, évidemment. Mais quel État palestinien ? Celui qui existe actuellement, qui en effet a une complexité de reconnaissance souveraine et territoriale, mais c'est un État reconnu, qui a des statuts, qui a un conseil, et qui a deux partis représentatifs légitimes, qui sont le Fatah et le Hamas. Mais non, mais en fait, c'est légitimer c'est installer, en fait, reconnaître un État palestinien démocratique. Donc vous voulez installer un État palestinien, vous effacez tout, on recommence, vous posez votre démocratie, et puis... Mais si vous posez votre démocratie en Palestine, vous allez avoir les mêmes. Ils vont changer de nom, mais ça sera les mêmes. Donc ça n'a pas de sens. Alors j'entends bien le peuple palestinien, qu'il est un État, mais là c'est à la communauté internationale de mettre en place des motions, des censures pour l'implantation et la mise en place de deux États sur le même territoire. Mais comme je viens de vous le dire, vous allez installer un État palestinien, mais qu'est-ce que vous allez en faire de cet État palestinien ? Vous allez installer une démocratie ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer comme on a installé la démocratie en Irak après avoir éliminé Saddam Hussein ? Non, mais ça, c'est des trucs auxquels il faut réfléchir. Mais non, ça ne réfléchit pas. Ça ne pense pas. Ça ne pense pas que demain, tu mets un État palestinien, mais qui va être légitime politiquement dans l'État palestinien ? Ceux qui sont déjà légitimes politiquement, c'est-à-dire le Fatah et le Hamas. Oui, mais en fait, il faudra interdire le Hamas. Mais qui ? Qui va interdire le Hamas ? Vous ? L'ONU ? Les Américains ? L'Union européenne ? Mais attendez, ça a un nom, ça. C'est de l'interventionnisme. Qui plus est, tu crées un État, mais finalement, tu crées un État, mais tu gardes un œil dessus, en disant oui, alors tu as le droit de faire ça, mais pas ci, et puis ça, c'est interdit, etc. Mais finalement, c'est un peu de la colonisation.
Et c'est ça c'est ça qui est affligeant en fait, de ces gens qui se croient vertueux, humanistes, droits de l'hommiste, à proclamer, à exiger, mais réfléchis Coco. Oui, mais le peuple palestinien est en train de subir un génocide. Ben oui, depuis le début je le dis. Depuis le début que je le dis, que c'est une liquidation. Liquidation de la bande de Gaza, liquidation de la Cisjordanie. Et là, ils sont en train de chercher aussi des noises avec le Liban. Tout du moins, plus particulièrement, le Hezbollah. Ah oui, pareil. Alors, si vous êtes nouveau, je rappelle le Liban. Remontez 70 ans avant, regardez la démographie du Liban. Et surtout, regardez les communautés qu'il y avait au Liban. Et revenez aujourd'hui et comparez le pourcentage représentatif en proportion dans la population libanaise. Oh oh. Ah ouais. Il y a eu un grand remplacement. Oh. Mais je croyais que ça n'existait pas le grand remplacement. Je croyais que c'était une théorie du complot. Ben non. Le Liban est un pays qui est un très bel exemple d'un remplacement qui s'est fait au fil des décennies du fait que vous avez des réfugiés à la fois palestiniens, syriens qui ont déboulé au Liban et qui petit à petit ont commencé à prendre de la proportion dans la population et ont commencé, alors qu'il y a 70 ans c'était la communauté chrétienne qui était majoritaire et qui est devenue et qui a supplanté la communauté chrétienne. Donc, voilà, je n'invente rien. Regardez l'histoire contemporaine du Liban et vous allez comprendre. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui le Liban, finalement, c'est quand même un peuple qui est martyrisé parce qui est tiraillé entre l'arrivée d'un mouvement politique chiite qu'est le Hezbollah et qui finalement a foutu le bordel, a foutu la merde. Non seulement à l'intérieur du pays, mais en plus de ça, avec le voisin israélien. Donc là, la question qui va se poser, c'est entre Gaza, la Cisjordanie, puis maintenant, si Israël se met à taper le Liban, bon, le Liban répond, hein, évidemment, hein, on n'est pas dupes. Hein, est-ce que Israël en a les moyens matériels et humains ? Est-ce que, justement, les sionistes ne sont pas en train d'essayer de faire monter la sauce au maximum pour faire valoir à un moment donné de faire appel à l'Occident pour soutenir Israël dans une guerre locale ? Allez savoir. Pourquoi pas, hein ? Puis attention, rappelons encore que les Américains aujourd'hui sont un petit peu fâchés du comportement des Saoudiens. Les Saoudiens qui, je rappelle, n'ont pas renouvelé l'accord du pétrodollar, c'est-à-dire cet accord qui consistait à ce que les Saoudiens payent ou négocient leur pétrole, enfin toutes leurs ressources énergétiques en dollars américains. D'où l'expression pétrodollar. Sauf que depuis le mois de juin, le contrat n'a pas été renouvelé. Donc aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est parfaitement en droit de négocier son pétrole en quelque devise que ce soit. Donc du coup, évidemment, vu qu'il n'y a plus d'obligation d'utiliser le dollar pour les échanges pétroliers avec l'Arabie Saoudite, forcément, ça influe un petit peu sur la valeur du dollar. Donc il y a un moment donné où si le dollar américain commence à perdre un petit peu de terrain à droite à gauche et que son hégémonie, tout du moins sa capacité concurrentielle dans le panier monétaire international, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire à Washington pour se dire là il faut qu'on fasse en sorte de redresser un petit peu la pente pour notre monnaie, donc il faut qu'on réussisse à obliger des pays à négocier, à acheter de la dette américaine, etc.
il y a l'Union européenne, hein, l'Union européenne, de la faire sauter l'Union européenne, comme ça tous les pays de l'Union européenne, hop, ils reviennent sur le marché international, sur le marché monétaire, et ils payent leur commerce extérieur en dollars. Oh, ça c'est pas une mauvaise idée. Mais les Européens actuellement ils ont l'euro. Mais vous faites sauter l'Union européenne, l'euro il saute aussi. Ouais, mais c'est gênant parce que la convertibilité des dettes auprès des pays européens dans leur monnaie, ça ne risque pas de provoquer des chocs monétaires. Non. S'il y a des pays qui sont un petit peu dans la merde, il n'y a pas de souci. De toute façon, on a le FMI dans la poche. Il suffit de négocier, on arrondit les angles. Et puis ça passe comme une lettre à la poste. Ce sont des questions. Alors attention, là je vous donne des versions. De toute façon, je suis complètement à côté de la plaque. Quoique, au vu de la situation économique et financière internationale, j'ai envie de dire, quelque part, quand ça commence un petit peu à tanguer, là la solidarité internationale, l'Occident, la communauté internationale, oui vous savez cette fameuse communauté internationale qui en réalité ne représente que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande. Ah, c'est ça la communauté internationale. Oh les pays africains, non, de toute façon, pas déconner non plus. Donc si vous voulez, les discours droits de l'homiste, moi j'entends bien, mais là, depuis presque un an bientôt, que Israël massacre le peuple palestinien et que... Ah oui, alors l'ONU a décrété, a voté pas une directive ou un truc comme ça, en mettant un ultimatum à Israël en disant qu'Israël devait faire des retraits militaires de la bande de Gaza d'ici 12 mois. Vous l'avez vu le bras d'honneur de Netanyahou Non, parce que, attention, comme je vous le dis souvent, dans ces organismes internationaux, etc., les présidents, les députés, les machins qu'on adoube, sont des gens qui, si à un moment donné, vont à l'encontre de l'intérêt du peuple élu, ils vont avoir des problèmes. Ils vont se faire dégager minu militari. Donc si vous voulez, il y a un moment donné où quand on réussit à convaincre ou à laver le cerveau des gens dans une certaine idée, une certaine conception des choses, et puis tout d'un coup l'intérêt prime sur l'idéologie, tout d'un coup vous avez des gens qui ne comprennent plus. Ils disent mais attendez, on nous avait dit qu'il fallait... Oui, mais là, vous comprenez, c'est différent. Comment ça, c'est différent? Pourquoi ça serait différent? Parce que vous comprenez, c'est une nation qui a des influences, etc. Comment ça, c'est une nation qui a des influences? Non, mais attendez, excusez-moi du peu, mais... Donc, vous êtes en train de me dire que ce que Dieudonné, Soral, Rissen, Le Goff nous disaient, mais qu'on a accusé, qu'on a traîné dans la boue, sur qui on a craché, qu'on a mis devant le tribunal, qu'on a condamné même à de la prison, en réalité, ils disaient vrai. Bon, à leur façon, Et c'est là que ça commence à coincer. Parce qu'il y a des gens qui ont encore de la mémoire et qui disent « Mais c'est bizarre, mais finalement, aujourd'hui, on est en train de nous expliquer tout l'inverse de ce qu'on nous a conditionné depuis... Mathusalem, mais en réalité vous vous foutez de notre gueule. Mais oui, bien sûr qu'ils se foutent de votre gueule. Souvenez-vous, Mitterrand, avant qu'il meure, dans son bouquin, dans le dernier bouquin sur lui, où il s'est lâché un petit peu sur certaines choses, souvenez-vous ce qu'il disait. Il disait que la France
Non, l'Europe, d'une manière générale, elle est en guerre. C'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre économique avec les Américains. Les Américains, ils sont voraces. Les Américains, ils veulent tout, ils veulent pas partager. Souvenez-vous quand Obama a appelé Hollande, quand il y a eu la détente qui s'amorçait avec l'Iran, et que la France, enfin les industriels français ont commencé à être approchés par des Iraniens, parce que la France a une certaine réputation dans certains domaines d'offrir de qualité de service, de production, d'engineering, etc. Et qu'Obama a appelé Hollande en disant hello, là non, chasse gardée, tu touches pas à l'Iran, c'est nous les Américains, uniquement. Souvenez-vous quand la CIA a été reconnue comme ayant écouté les présidents français, plus particulièrement Hollande. Qu'est-ce que le gouvernement français a fait? Rien. Il a baissé son froc. Parce que c'est les Américains. Nos amis américains. Donc si vous voulez, il y a un moment donné où il y a des dérapages, où il y a des choses qui remontent à la surface. Alors évidemment, vous avez des gens qui s'évertuent à essayer de cacher ça sous le tapis, ou essayer de transformer ça, ou de dire que finalement, peut-être que c'est de la théorie du complot, etc., que c'est pas vrai, que c'est de la fausse information. Non, un jour, tout d'un coup, il y a les gens qui ont parfois un petit peu la mémoire d'éléphant, et ils se disent, mais tiens, c'est marrant, il y a quelques années, j'ai vu une vidéo, il y avait un mec qui disait ça, etc. Comme moi, j'ai fait. Je vous ai prévenu pour la réforme des traités européens, enfin révision des traités européens. Comme là, maintenant, je vais vous prévenir que l'ONU est en train de préparer un projet qui va consister à globaliser la disparition de l'argent liquide et promouvoir l'argent numérique. Qui plus est argent numérique, le contrôle de votre argent. Oui, parce que bon, déjà, on va être d'accord que vous n'avez pas le contrôle sur votre argent. C'est la banque. C'est la banque qui vous donne des modes de paiement, mais très bien demain, elle peut très bien vous les sucrer, vous les annuler. Quand vous voyagez à l'étranger, par exemple, vous utilisez votre carte Mastercard que vous payez 150 € par an, qui est valable à l'international. Hop, vous êtes c'est pas dans un pays étranger, puis tout d'un coup, paf, votre carte marche plus. Pourquoi ? Vous comprenez, question de sécurité, on a vu un paiement dans un pays étranger, donc on a bloqué votre carte. Et du coup, tu te retrouves en slip, parce que t'as plus de carte. Je vous raconte ça parce que c'est arrivé à ma femme quand on est retourné en France en 2016. À moins que ce soit en 2014. Non, c'était en 2014. C'est que ma femme a, oui, en effet, oublié de prévenir sa banque qu'elle allait voyager en France. Donc quand ils ont vu des achats en France, quick, ils ont coupé l'usage de sa carte. Alors heureusement qu'on avait une seconde carte sur un conjoint, donc on a pu faire des transferts, etc. Mais voilà. Si demain, par exemple, des gens veulent vous envoyer de l'argent, je vous rappelle que vous ne pouvez pas envoyer, je crois, plus de 600 €, je crois, maintenant. Pourquoi vous croyez que Western Union, aujourd'hui, il est dans le collimateur des organismes du fisc européen? Parce que, il y a beaucoup de gens issus d'Afrique qui utilisent Western Union pour envoyer de l'argent à leur famille. Or, c'est de l'argent qui sort du giron européen. Mais par exemple, si vous voulez envoyer 1 000 € à quelqu'un, vous ne pouvez pas. La banque, elle va vous appeler en disant non, il faut que vous remplissiez un formulaire parce qu'on veut savoir d'où vient l'argent, à qui vous l'envoyez et pourquoi. Tu veux acheter une voiture à 1 500 € d'occasion, tu veux la payer cash, tu ne peux pas.
Ou alors, oui, tu vas réussir peut-être à avoir du cash, 1500 euros, mais il va falloir que tu t'y prennes presque 6 mois à l'avance. Parce qu'ils vont te casser les couilles. Ils vont te faire chier. Parce qu'ils ne veulent pas te les donner, les 1500 euros. Donc, quand on arrive là avec des banques, excuse-moi, hein, donc ça veut dire que tu n'as pas les pleins pouvoirs sur ton argent. C'est la banque qui a le pouvoir. Elle t'autorise à utiliser des cartes pour payer. Elle t'autorise des prélèvements automatiques. Mais dès que tu veux dépenser quelque chose en espèces, mais oui, mais vous comprenez, maintenant aujourd'hui nous sommes dans des politiques de traçabilité. C'est les conséquences du 11 septembre 2001. Les Américains, ils ont fait pression partout, même en Suisse, pour avoir une traçabilité des mouvements financiers, etc. Mais est-ce que ça a résolu le problème, par exemple, des réseaux de trafic de drogue? Non. Est-ce que ça a résolu les problèmes de trafic d'art, etc. Non. Est-ce que ça a résolu les problèmes de trafic de financier pour planquer l'argent, pour éviter de payer du fisc, etc. Non. Oui, il y en a de temps en temps. On a eu les Panama Papers, etc. Mais quelle est la conséquence aujourd'hui des Panama Papers? Il n'y en a pas. Il y a eu des plaintes? Non. Il y a eu des mises en justice? Non. Au contraire, en ce moment, c'est en train de se faire la guerre dans certains endroits qui ont des facilités fiscales ou des aisances fiscales pour essayer de piquer les riches. Et vous, pauvres clampins, de toute façon, plus ça va, plus on va vous soumettre. Vous serez des esclaves. Donc je vous le dis, l'ONU est en train de vous préparer un sale coup de pute pour petit à petit avoir un contrôle sur votre argent, un contrôle sur votre patrimoine, un contrôle sur vos épargnes. Donc, ne soyez pas dupes, ce nouveau gouvernement, en réalité, c'est un gouvernement fantoche qui fera pas grand-chose, qui se courra peut-être le cocotier dans certains domaines, dans certaines actualités, mais sans majorité absolue, le Parlement, de toute façon, c'est un gouvernement qui ne tiendra pas 1 an. Il peut se passer plein de choses d'ici là. Soit Macron démissionne, soit vous avez une 3e guerre mondiale et qui permet à Macron de prendre l'article 16 et d'imposer un état d'urgence sécuritaire. Enfin, 3e guerre mondiale, qu'elle soit conventionnelle ou nucléaire, hein, de toute façon, on va être très clair. Vaut mieux pas qu'elle soit nucléaire, parce que de toute façon, tout le monde y perdrait. Mais on peut très bien envisager que les États-Unis poussent l'Europe dans la guerre en Ukraine contre la Russie, et que les Israéliens réussissent à entraîner les Américains dans une guerre au Moyen-Orient. Ça promet. Ça promet. Sur ce, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Soyez prudents, portez-vous bien, soyez observateurs, ne négligez jamais les détails. Et à très bientôt.